Bonsoir. Air France, le choc d'une nouvelle rigueur, suppression d'emplois et économie. La compagnie a de gros soucis financiers. Bonsoir, un fauteuil pour deux candidats de l'opposition pour la présidence du Sénat. Du kolkhoz au capitalisme, la Russie tourne la page de 75 ans d'histoire et privatise ses entreprises. Enfin, Robert Hossein adapte Maxime Gorky, un spectacle dédié à tous les exclus, les bas-fonds. À la une de ce journal, le défi d'un inculpé. Au procès des tueurs à la 205 Rouge, l'un des accusés s'est mutilé devant la cour. Geste de désespoir en plein prétoire, il a voulu clamer une fois de plus son innocence, mais le faisceau de présomption se resserre autour des 3 gitans inculpés. À Grenoble, pour France 3, Albert Ripamonti et Christian Decarnet. Un geste de désespoir de l'un des accusés et l'ambiance devient soudain volcanique. 14 h, Didier Rossi, que l'accusation présente comme le chef, le meneur du trio, craque. « Je suis innocent », crie-t-il. Puis sortant une lame de rasoir ou de cutter, se taillade la gorge. Effusion de sang et injures. Raciste SS, hurle son épouse à la cantonade, avant d'être amené sans ménagement par les forces de l'ordre. Tumulte, suspension d'audience, Rossi est transporté à l'hôpital. Il reviendra 2 heures plus tard, un large pansement sous l'oreille gauche. Une fois de plus, il a crié son innocence, car dans cette affaire, il faut dire que plusieurs zones d'ombre subsistent, et cela à la suite d'une enquête, je vais vous le dire en maîtrisant ma pensée, mal faite, orientée et même partiale. A-t-on vraiment tiré les enseignements du premier procès? En mars déjà, une multitude d'incidents avaient provoqué le chaos et pour finir, l'arrêt des débats. Cette fois, le même danger guette et l'on s'interroge ici, ce second procès du trio à la 205 Rouge ira-t-il à son terme? Bernard Attali au pied du mur, le PDG d'Air France bel et bien coincé entre des frais financiers de plus en plus lourds et une crise du transport aérien. Cette fois, la purge risque d'être encore plus sévère et pour la première fois de son histoire, la compagnie pourrait licencier. On sait en tout cas ce soir que 1500 emplois seront supprimés en 1993 et que la perte pour les 6 premiers mois de 92 s'élève à 1,5 milliard de francs. La rigueur était déjà à l'ordre du jour, elle est encore renforcée. Jean-Yves Serrand, Hervé Gutmann. Il y a un pilote dans l'avion, il va prendre ses responsabilités. Bernard Attali, le PDG d'Air France, a tranché pour un programme de retour à l'équilibre radical. Aujourd'hui, le tableau de bord du groupe Air France clignote en rouge. 1,5 milliard de pertes nettes au premier semestre 92. La faute à qui? À la guerre des tarifs entre compagnies, à la chute du dollar et au trafic aérien qui stagne depuis 2 ans. 3500 emplois ont déjà été supprimés depuis 91. Aujourd'hui, Air France veut s'alléger de 1500 emplois supplémentaires. Et pour la première fois, la compagnie n'exclut pas des licenciements économiques, inacceptables pour les syndicats. On a lancé un avertissement à la direction, c'est clair. Si demain il y a des licenciements secs, le syndicat FO, qui est majoritaire à Air France, prendra toutes ses responsabilités et qui, bien entendu, pourra aller jusqu'à la grève. Bras de fer prévisible également avec les pilotes. La direction veut économiser 10% du coût du personnel navigant. Le mauvais choix pour les syndicats, ils mettent en cause l'endettement d'un groupe qui vient d'acheter UTA et les 3/4 d'Air Inter. Air France ne souffre pas de trop d'effectifs, mais de manque d'argent. Donc nous, on demande à l'État de jouer son rôle d'actionnaire principal. Mais voilà, l'Europe n'autoriserait plus une nouvelle aide publique à Air France. Où trouver l'argent? En rachetant une part supplémentaire d'Air Inter. Insuffisant, la réduction des coûts est donc incontournable. Pour pouvoir demain affronter la concurrence mondiale, le groupe Air France a grandi trop vite. Aujourd'hui, tel l'albatros de Baudelaire, ses ailes de géant l'empêchent de bien marcher. Notre chapitre politique maintenant, un candidat unique pour l'UDF et un candidat unique pour le RPR. Ça fait tout de même 2 candidats de l'opposition pour le fauteuil de président du Sénat. La bataille risque donc de diviser la droite pour le vote qui aura lieu demain. Michel Lemerle et Christos Camilleris ont suivi aujourd'hui les primaires de l'UDF. Dans ce temple de la laïcité, la réunion ce soir des groupes UDF tient du miracle. Il y avait tant de divergences d'intérêts et de candidats potentiels qu'ils étaient bien peu à croire en la possibilité d'organiser une primaire entre les 3 groupes de la majorité sénatoriale. Il faut toujours croire au miracle. Je crois que le mot miracle est toujours un peu audacieux. Disons simplement le bon sens, la raison, un juste équilibre. Ils étaient donc 5 au premier tour. Il peut y en avoir 3 à solliciter les suffrages de leur père.
2 centristes, messieurs Hoffel et Monory, et 3 républicains indépendants, messieurs Larger, Fourcade et Tétinger. C'est surtout la candidature de Charles Pasqua qui a incité les libéraux centristes à mettre de l'ordre dans la maison. On doit de grands merci à Charles Pasqua. Non, merci à l'UDF. Presque tout le monde est loin de partager le même optimisme. C'est peut-être pas aussi simple que dans l'euphorie d'hier soir, nous avions eu un instant de pensée. Mais nous verrons. Hein. On aboutira. Il y aura un président du Sénat demain. UDF? En principe, oui. Nous retrouvons maintenant en direct au Palais du Luxembourg Gilles Leclerc. Alors Gilles, toujours pas de petite fumée blanche pour ce conclave de l'UDF, toujours pas de décision? Non, pas encore, Marc. Pour l'instant, ici, le suspense continue donc côté UDF, où les 3 groupes qui constituent ici la famille UDF, eh bien, ces 3 groupes sont enfermés au premier sous-sol, ici, dans la salle Clémenceau du Sénat. Pour l'instant, 2 tours se sont déjà déroulés. Il est fortement probable qu'un 3e tour soit nécessaire pour arriver donc à désigner un candidat pour la famille UDF. Alors, politiquement, ce qui est important et ce qu'il faut bien souligner ce soir, c'est que cette réunion est une véritable première et qu'il aura fallu la candidature hier du RPR Charles Pasqua pour affirmer effectivement cette réunion et pour que la candidature provoque une sorte de réflexe de la famille UDF, bien décidée apparemment à pouvoir donner un candidat possible pour la présidence du Sénat. Alors qui sortira vainqueur dans la soirée? Pour l'instant, c'est toujours le point d'interrogation. En tout état de cause, cette personnalité aura pris une sérieuse option sur la victoire finale. Mais en la matière, vous savez qu'ici au Sénat, il faut toujours rester très prudent. D'abord parce que l'on votera à bulletin secret demain soir lors de la désignation finale du président du Sénat qui succédera donc à Alain Poher. Ensuite, eh bien parce qu'au Palais du Luxembourg, rien n'est tout à fait comme ailleurs. Gilles, ce qu'il faut aussi peut-être rappeler, c'est que finalement l'UDF est un peu condamné à trouver un seul candidat, surtout après l'initiative de Charles Pasqua. Absolument. Donc ici, il y a 5 candidats. Michel Lemaire, vous le disiez tout à l'heure dans le reportage. Donc c'est effectivement, si un candidat ce soir est désigné par l'ensemble de la famille UDF, il sera a priori le favori pour succéder à Alain Poher. Mais je vous le répète, tout est encore possible. Charles Pasqua, devant cette candidature, maintiendra-t-il sa propre candidature? Ça, ce n'est pas encore tout à fait certain. Se tournera-t-on vers des primaires entre le RPR et l'UDF? Pour l'instant, on ne peut pas encore tout à fait répondre à cette question. Mais il est clair de toute façon que le futur président du Sénat appartiendra à la majorité aussi au Sénat, c'est-à-dire à l'opposition dans le pays. Gilles Leclerc, merci. Et peut-être donc au cours de ce journal, le nom du candidat désigné ce soir par l'UDF pour la présidence du Sénat. À l'étranger, Vouchers, c'est le nom donné ce matin au bond de privatisation russe. Et un mot anglais, tout un symbole pour le passage du collectivisme au capitalisme. Et c'est un peu une révolution à l'envers, puisque pour la première fois de son histoire, la Russie entre dans l'économie de marché. Mais un retard qui est pour l'instant fait surtout l'affaire des trafiquants ou des profiteurs de tout poil. Pascal Verdon. Le citoyen russe a-t-il l'âme d'un actionnaire? Quelle confiance va-t-il accorder à ce bon de privatisation de 10 000 roubles, moins de 200 francs, distribués dans les caisses d'épargne? A priori aucune, le rouble est devenu une monnaie de singe, l'hyperinflation a mangé le bas de laine des épargnants et des retraités. Bref, le vieux réflexe du chacun pour soi pourrait entraîner très vite une revente de ces bons au marché noir. Le consommateur russe préférant acheter pain et saucisson immédiatement, plutôt que d'utiliser des coupons jugés volatiles. Je vais les revendre, je n'en ai pas besoin. C'est utile, mais qui nous dira comment les utiliser de manière raisonnable? Il y a des rumeurs à Moscou, si vous prenez ces bons, le gouvernement sera quitte et n'augmentera pas les retraites. Fausse rumeur et vraie hostilité des anciens communistes ou des dirigeants des grandes entreprises d'État, du complexe militaire. Le gouvernement russe qui veut donner des cautions à l'Occident sur la douloureuse route de l'économie de marché n'est pas au bout de ses peines. Il lui faudra convaincre ensuite ses concitoyens que privatisation et canard boiteux industriel sont antinomiques. Des avions pour Sarajevo, le pont aérien pourrait reprendre dès samedi. L'aide humanitaire avait été stoppée après l'attaque contre un avion italien. Tout était bloqué depuis un mois et aujourd'hui, les entrepôts à l'aéroport de Sarajevo sont pratiquement vides. Des civils fauchés par les bombes en pleine rue, des bâtiments éventrés. Sarajevo est, après plusieurs mois de guerre, un vaste champ de ruines. Une réalité si dure et des images si cruelles que Millet, artiste peintre, ne veut plus réaliser une seule toile. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Marc Pitt et Yvon Delot. Il s'appelle Millet, il est peintre et s'amuse la quitter.
La guerre l'a inspiré avant de l'atteindre, comme un songe, en prémonition. Je ne peux plus regarder cette merde. Je la vois tous les jours dans la vraie vie. Les obus de mortier qui s'abattent autour de son atelier ont tué l'artiste en lui. La réalité est trop présente pour être retranscrite. Mais il sait déjà que lorsque le conflit se sera tu, les images le rattraperont. Après la guerre, je me consacrerai à un cycle de toiles cataclysmiques. De nationalité serbe, il s'est pourtant battu aux côtés des Bosniaques. Mais pour lui, ce choix semble évident. Si les miens, si ma famille, si mon père m'attaque, je dois me défendre. Trop de temps passé sur le front, trop de sang versé sous ses yeux, il a choisi de cesser de se battre. Mais il vit à Sarajevo au milieu de musulmans et de Croates. En tant que Serbe, son pacifisme peut paraître suspect. Alors ses mains, pour l'instant perdues pour la peinture, ont repris le travail. Elles forment et assemblent le cuir pour que ceux qui continuent la bataille y logent leurs armes. L'artiste est devenu artisan, le Serbe participe à l'effort de guerre bosniaque. Parfois, le peintre en lui se rebelle. Il rêve de pays de paix, de pinceaux et de toiles, et il n'a plus qu'un désir, s'enfuir. Même si le Cambodge est l'une des grandes priorités des Nations Unies, le retour à la paix et à la démocratie est particulièrement laborieux. La déchirure a été si profonde que ce pays ne parvient pas, pour l'instant, à retrouver un semblant de vie normale. Les Khmers rouges, de leur côté, n'hésitent pas à organiser de nouveaux attentats et il faut vivre aussi avec ce danger permanent. Reportage de nos envoyés spéciaux Pierre Babet et Marc Tout. C'est l'une des toutes dernières victimes des Khmers rouges. Son grand-père explique qu'ils ont lancé une roquette dans une maison, bilan 2 morts et 12 blessés. La mère du jeune homme, résignée, a déjà préparé les provisions pour l'hôpital. À quelques kilomètres de là, ce vieux professeur explique dans un français convalescent les raquettes des Khmers rouges. Il y a encore des exactions des Khmers rouges? Oui, il y en a encore. Pris si longtemps dans la tempête de la guerre, les Cambodgiens ont à peine à croire à la paix. Les combats ont partout laissé leur lâche empreinte de mines et de munitions qui freinent par leurs menaces le retour des 370 000 réfugiés. Le problème des mines est vraiment l'obstacle majeur. Le fait que les réfugiés aient choisi la province de Battambang, qui est censée être la plus intéressante de leur point de vue, nous complique également les choses. Beaucoup de réfugiés veulent en effet s'installer dans la province la plus fertile et préfèrent attendre plutôt que d'accepter des terres médiocres. Saï Sao et ses 2 enfants sont de ceux-là. Voilà 4 semaines qu'elle est revenue de Thaïlande et qu'elle attend ici. Mais qu'est-ce qu'un mois de plus lorsqu'on vient de passer 9 ans en exil? Question désabusée, entendue 1000 fois, 300 jours seulement après le retour de la paix. C'est devenu maintenant une habitude avec l'arrivée de l'automne, la nouvelle mobilisation contre la grippe. Le vaccin ne change pas puisque le virus cette année est le même, mais c'est une maladie qu'il ne faut pas prendre à la légère. 8 à 10 millions de personnes sont en effet touchées chaque année en France. La grippe, c'est aussi la 2e cause de mortalité par maladie infectieuse. Elle atteint en priorité les personnes âgées, les enfants ou les femmes enceintes. Le virus est isolé grâce à des cultures réalisées sur des œufs de poule. Jean-Pierre Quinson, Dominique Duchâteau. C'est dans un Courchevel quasi désert que 130 spécialistes européens de la grippe sont réunis depuis ce matin. Une première constatation, depuis quelques années, le virus de la grippe est relativement stable. Cela écarte en principe un risque immédiat d'épidémie grave comme en 57 ou 68 et confère au vaccin une bonne efficacité. À partir de l'épidémie de l'an dernier, on peut faire un pronostic sur celle de l'hiver qui arrive. L'année dernière, nous avons eu 80% de virus H3N2, 20% de virus H1N1 et pas de virus B. Alors, il est vraisemblable que l'hiver prochain, nous aurons plutôt du H1N1 ou du B plutôt que du H3N2. Donc, effectivement, l'étude de l'épidémie précédente nous indique un petit peu ce qui peut se passer l'hiver prochain. Une répartition quantitative différente qui ne modifie en rien les souches nécessaires à la fabrication du vaccin. D'ailleurs, pour la première fois depuis longtemps, le vaccin de cette année sera le même que celui de l'an dernier. Dans ce contexte, faut-il se faire revacciner ? On observe qu'en moyenne, 30% des personnes qui ont été vaccinées perdent leur immunité après 1 an. Donc il faut se revacciner. Donc il faut vraiment revacciner. Tous les ans. Tous les ans.
Les personnes les plus concernées par la vaccination antigrippale demeurent bien sûr les personnes âgées, mais aussi les patients fragilisés par une infection cardiaque, respiratoire ou métabolique. De même, les malades souffrant d'un déficit immunitaire. Environnement maintenant, et puis cette question, les garagistes qui veulent bien recycler des huiles usagées, mais ils ne trouvent pratiquement personne pour les traiter, puisque une seule usine existe en France. C'est à Lillebonne, en Seine-Maritime, et cette compagnie ne peut pas, malgré tous ses efforts, traiter les 180 000 tonnes collectées chaque année. Elle en retraite un peu plus de la moitié. Résultat, les garagistes sont parfois condamnés à polluer. Le reportage de France 3 Reims, Jean-François Parmentier et Philippe Platz. Des cuves pleines à ras-bord, impossible d'en mettre plus. Près de 300 000 litres d'huile sont ainsi stockés, c'est la capacité maximum de ce centre agréé d'Épernay. Ce camion de ramassage qui effectue son deuxième passage depuis le 28 juillet ne changera rien à la situation devenue extrêmement critique. Au jour d'aujourd'hui, toutes mes cuves sont pleines, sauf le camion que vous avez vu qu'on a chargé. Mais bon, il nous a enlevé 30 000 litres. 30 000 litres, c'est 2 jours et demi, maximum 3 jours de ramassage. Et s'il n'y en a pas un autre qui revient lundi matin, on arrête. La seule usine de retraitement impose désormais des quotas. Conséquence, tous les bons de commande des garagistes sont en souffrance depuis plusieurs semaines. Dans les centres auto, on ne cède pas à la panique, mais la vidange, c'est le premier acte commercial d'un garagiste qui ne peut pas stocker d'énormes quantités. On ne va pas dire effectivement que c'est très dur à se débarrasser de l'huile usagée, mais c'est vrai qu'on commence à en parler. En région parisienne, on en parle également. On a du mal à faire venir les gens, on les appelle, ils viennent 8 jours après, 15 jours après, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent plus prendre l'huile usagée et on se demande, on se pose des questions pour l'avenir. Paradoxe de la situation, on ferme 2 usines de retraitement au nom du respect de l'environnement tout en sachant qu'il faudra bien se débarrasser des huiles de vidange, un danger imminent pour la nature. Retour maintenant en direct au Palais du Luxembourg avec Gilles Leclerc, puisque depuis cet après-midi, l'UDF tentait de désigner un candidat unique pour le poste de président au Sénat. Gilles, est-ce qu'on a maintenant un résultat ou un nom ? Oui, tout à fait. C'est René Monory, sénateur-maire de Loudun, qui vient donc de l'emporter au second tour ici dans cette confrontation inter-UDF avec 66 voix contre 60 au républicain indépendant Pierre-Christian Tétinger. Donc je le répète, René Monory sera demain le candidat UDF pour succéder éventuellement à Alain Poher. Gilles, merci. Le nouveau spectacle de Robert Hossein, adapté des bas-fonds de Gorky, la pièce permet au metteur en scène un nouvel éloge de la solidarité et de l'espoir. Plaidoyer pour un homme qui n'a rien perdu de son énergie. Et c'est encore une grande fresque. Hossein en est devenu le spécialiste. Elle rassemble une trentaine d'acteurs et de cascadeurs. Dominique Poncet et Marc Doux ont assisté aux dernières répétitions. La première, c'est ce soir. On va faire la lumière, le noir, la lumière, le noir. Et ce soir, je vais y être. D'accord? Pour le faire. On est d'accord? Aucune aide! Une cave au-dessous et une rue au-dessus. C'est dans un décor Capharnaüm que Robert Hossein a voulu monter les bas-fonds. L'œuvre de Gorky le hantait depuis longtemps. Pourquoi? Parce que ce texte dru, flamboyant, violent, cruel aussi, et qui met en scène des déshérités, est au bout du compte, en fait, un immense hymne à la gloire de l'homme. La pièce est dédiée à la solidarité, à la fraternité humaine. Et en cela, elle est complètement actuelle et elle concerne pratiquement des représentants de toutes les classes de la société. Enfin, c'est une espèce de cours des miracles de l'époque. C'est les Misérables russes, si vous voulez. Quelle vérité? Où est la vérité? La vérité, la voilà. Pas de travail, pas de force. On n'a plus qu'à crever, oui. C'est une pièce qui est dédiée à la solidarité, à un hymne à la vie, donc à la vitalité. Donc, si vous voulez... Il vient en quoi? Un marron dans la gueule. Et puis un autre, et encore un. C'est la première fois que je travaille avec lui, mais j'ai trouvé que c'était très passionnant, parce que c'est quelqu'un de passionné, justement, de généreux, d'excessif, bon, dans tous les sens, mais... il y a une telle générosité chez lui, un tel amour des acteurs. Il n'y en a plus tellement, je crois, qui aiment vraiment les acteurs. Violence, mensonge, trahison, mais aussi solidarité, amour et espérance. En 2 heures, ces bas-fonds vous en apprendront long sur la condition humaine.
Et puis Michel Delpech à l'Olympia, il avait déjà un style bien à lui dans les années 70. L'interprète de Pour un flirt ou de Chez Lorette avance à son rythme et il n'aime pas que l'on parle de retour. Il n'a d'ailleurs jamais quitté la scène, c'est juste une star discrète, grand prix de modestie. C'est si rare dans le monde du show business que le public ne s'y trompe pas. Tous les spectacles à l'Olympia se joueront à guichet fermé. Thierry Stampfler, Christophe Buchet. On dit toujours à mon propos le retour de Delpech. Moi, j'ai jamais l'impression de revenir. Je suis toujours là, seulement je fais dans un certain rythme. Avec des mots simples qui parlaient de la vie de tous les jours, Michel Delpech s'est longtemps trouvé en parfaite symbiose avec ce que l'on appelait dans les années 70 la France profonde. Et ses chansons d'alors sont toujours cachées quelque part dans nos mémoires. C'était bien chez Lorette, it is white, Dylan is Dylan. Pour un flirt avec toi, Dieu, mais que Marianne était jolie. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Elle part loin d'ici, on me pardonnait tout, baiser car quand j'étais chanteur. Lorsqu'on a un passé riche, comme vous dites, on est un peu obligé d'y faire référence constamment. Et il faut attendre que les chansons nouvelles deviennent des chansons anciennes pour qu'elles entrent à leur tour dans ce passé et qu'elles l'enrichissent encore. À sa manière, discrète mais résolue, il entame un nouveau tour de chant, dont l'ambition est de ne pas laisser la nostalgie régner sans partage sur la scène de l'Olympia. Il y défendra aussi ses nouvelles chansons, avec l'envie de poser les fondations d'une seconde carrière. Voilà, un dernier point au Sénat, puisque nous avons en direct maintenant René Monory aux côtés de Gilles Leclerc. René Monory désigné il y a quelques minutes candidat donc de l'UDF demain à la présidence. Gilles? Oui, Marc, René Monory donc vient de nous rejoindre ici en direct. René Monory, vous venez donc d'être élu le candidat de l'UDF pour être éventuellement le futur président du Sénat. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui vous avez pris une sérieuse option pour succéder à Alain Poher? Vous savez, en matière d'élection, on ne prend jamais de sérieuses options tant que les élections ne sont pas terminées. Ce soir, je considère que c'est une étape. Je remercie beaucoup mes collègues qui m'ont élu à cette candidature, en quelque sorte. Et puis, il y avait 5 candidats. Les 4 autres étaient aussi valeureux que moi. Je les remercie également parce qu'ils étaient tout à fait capables de représenter l'UDF et un peu plus que l'UDF, d'ailleurs, puisqu'il y a quelques sénateurs qui ont voté qui ne sont pas forcément de l'UDF, mais qui sont dans l'opposition nationale à la majorité du Sénat. Et je dois vous dire que je suis très heureux, bien sûr, de ce résultat, mais je me garderai bien de faire un pronostic pour demain. C'est demain, la vraie élection, ce soir, c'est une première étape. Vous avez fait tout à l'heure une profession de foi devant vos collègues. Quels ont été les grands thèmes? Vous savez, les grands thèmes, c'est d'abord de parler de l'avenir, c'est aussi de parler beaucoup de l'aménagement du territoire, parce que le territoire, le référendum qu'on a eu l'autre jour nous a dit que la France profonde était en ce moment en désarroi. Je crois que le Sénat, Grand Conseil des communes d'Europe, est tout à fait capable de répondre et de donner de l'espoir. Je crois que c'est un message d'espoir. Et puis je crois qu'il faut qu'on mette ici, Gilles Leclerc, voilà, nous sommes malheureusement obligés de couper cette première réaction de René Monory, puisque dans un instant, le résumé en images de l'actualité de votre